Salut à toi, premier cerveau, et bienvenue au Secours cathodique. Alors j'ai entendu dire que tu ne te laissais plus faire par la magie du cinéma, ça ne fonctionne pas sur toi. Eh ben sache que je ne peux pas laisser faire ça. Parce que si tu refuses de voir le film Doctor Strangelove parce que l'image est en noir et blanc, ou si tu refuses de jouer à Final Fantasy VII juste parce que tu trouves que les graphismes sont dépassés, je t'assure que tu passes à côté de deux grosses merveilles. Et c'est intellectuellement plus handicapant que d'être religieux. Déjà, il faut que tu comprennes que croire en une image, finalement, c'est donnant-donnant. Tu ne peux pas croire en une image si toi tu n'y mets pas un petit peu du tien. Tu es obligé de signer une sorte de pacte de lecture pour pouvoir comprendre qu'est-ce que tu as en face de toi. Mais tu ne vas pas être sensible à la magie du cinéma si tu ne te fais pas manipuler par l'image, tu comprends? Et finalement, on se retrouve confronté à une problématique qui existe dès la naissance du cinéma. Voici une sortie d'usine filmée par les frères Lumière. Si tu te laisses happer par la magie du cinéma, et si tu considères que ces images sont réelles, tu vas voir des employés qui quittent leur travail après une journée de labeur. Mais si au contraire tu considères que ceci n'est pas la réalité, tu vas te dire que ceci n'est pas une sortie d'usine. Une sortie d'usine se ferait du point de vue de l'intérieur du bâtiment et nous montrerait des dos et des nuques qui quitteraient l'écran. Or, nous sommes à l'extérieur et les employés viennent vers nous. Éventuellement, la réalité serait d'appeler ce film sortie d'usine du point de vue du directeur. Et puisqu'on intègre les écarts sociaux, le féru d'histoire que tu es comprend vite que les scènes ont été tournées avec le soleil au zénith comme il faut énormément de lumière pour faire une image à l'époque. Et les employés d'usine qui finissent leur journée de travail à midi, ça n'existe pas maintenant, alors imagine avant la révolution bolchevique. Donc, pour toi, ce genre d'image ne vaut pas une cacahuète. C'est tout à ton honneur de te rendre compte de ce genre de choses, mais si tu ne fais pas abstraction, jamais la magie du cinéma ne va opérer. Et comment est-ce que tu veux croire à la suite des images qui vont apparaître dans l'histoire du cinéma si déjà la première histoire de l'image du cinéma, tu n'y crois pas? Baudelaire, qui n'aimait pas la photographie, disait qu'une photographie avait beaucoup trop de détails. Or là, dans le cinéma, on a finalement 24 photographies en une seconde, donc 24 fois trop de détails par seconde. Et on vient de voir qu'il a complètement raison, on a beaucoup trop de détails dans ces putains d'images. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations à devoir analyser, et à moins d'avoir un putain de cerveau overclocké avec un méga système de refroidissement, tu vas pas pouvoir analyser toutes ces... Et c'est finalement les images que tu vas avoir en face de toi qui vont définir la configuration de ton firewall. Pour rester sur les prémices du cinéma, Méliès, lui, ne t'induit pas en erreur en te promettant la réalité. Bien au contraire, il utilise ses compétences de magicien pour créer des illusions cinématographiques. Maintenant, on appelle ça des effets spéciaux. Là, le but, c'est de coller un maximum au réel en montrant quelque chose d'irréel. Ton cerveau n'est donc pas configuré de la même manière en voyant les images dites reportages des Frères Lumière et les images dites de fiction de Méliès. Si les infos qui vont te venir dépendent de la nature des images que tu es en train de regarder, c'est également ta mémoire, ta vision du monde, toutes tes réflexions, en fait, tout ce qu'on va appeler plus largement ton affect, qui va définir le reste des informations qui vont venir. Ça va servir de filtre ultime. Par exemple, aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans que le cinéma existe, et ça fait plus de 60 ans que la couleur existe dans quasiment tous les films, en fait. Or, on a en 2015 des gens qui peinent à regarder des films en noir et blanc. Pourquoi? Parce que je suis en train de perdre ma... Parce que ça ne correspond tout simplement pas à leur vision du monde. Ces gens voient en couleur, alors pourquoi est-ce qu'ils vont s'emmerder à regarder quelque chose qui est en noir et blanc? Ça ne correspond pas du tout à leur perception. Ce qui en soi est complètement débile, parce que avant l'invention de la couleur, ces gens ne se seraient même pas posé la question « Tiens, ce film en noir et blanc ne correspond pas à ma vision des choses !» Par contre, au contraire, si tu estimes que le noir et blanc est simplement une espèce d'esthétique particulière, tu vas signer un autre contrat de spectateur dans lequel tu vas accepter que la couleur soit remplacée par du noir et blanc. Et on peut même pousser cette analogie jusqu'à la mise en scène. Je veux dire, il y a des choses qui, il y a quelques années, nous paraissaient tout à fait réelles, alors que maintenant, lorsqu'on voit certaines postures dans des films d'action, par exemple, parce qu'ils se tirent dessus, ça nous paraît totalement ridicule et ça ne correspond pas au réel. Nous avons vu d'autres choses et nous ne pouvons pas signer le même contrat. Mais là, on vient juste de voir l'aspect visuel et esthétique, en fait. Parce qu'une bonne musique restera toujours une bonne musique. Un bon scénario restera toujours un bon scénario. Une bonne performance d'acteur restera toujours une bonne performance d'acteur. Eh bien, sache mon petit gars qu'il se passe à peu près une chose similaire dans les jeux vidéo. À l'époque, des graphismes 3D qui nous faisaient complètement gonfler le corps caverneux, maintenant ça nous pique les yeux, ça nous irrite. Alors que bizarrement, finalement, un bon gameplay, il reste inchangé. Et c'est même rigolo de penser que finalement, un espèce de remake 3D de Pong, ça ferait un meilleur remake de tous les remakes qu'on a fait des films de Verhoeven. Je vous parlais au début des gens qui ne voudraient pas jouer à Final Fantasy VII parce qu'ils trouveraient les graphismes un petit peu vieillots. Mais sachez que dès le départ, moi je n'ai pas voulu jouer à Final Fantasy VII parce que je trouvais que les graphismes étaient juste trop enfantins, et ce, au moment de la sortie. Et après j'y ai joué à Final Fantasy VII, et je peux vous dire que j'ai vécu une expérience absolument incroyable. J'ai fait la rencontre d'Aeris. Et Aeris, quelque part, on peut dire que c'est ma première histoire d'amour.
C'est la première fille qui m'a répondu lorsque je lui ai adressé la parole, la première fille qui m'a dit qu'elle tenait à moi, la première fille qui m'a soigné, la première fille que j'ai préférée en comparant une autre fille à côté avec des seins beaucoup plus gros, la première fille qui m'a fait réaliser que tout le temps passé avec elle n'a servi à rien, parce qu'elle se barre avec toutes les matériels que tu avais EP, et elle va faire profiter ses limites level 4 à d'autres alors que c'est toi qui en as trop chié pour qu'elle soit à ce niveau-là. Et pourquoi elle veut plus te soigner alors qu'en fait elle part pas pour de vrai? Elle reste juste là un petit peu dans les cinématiques, genre bon je te soigne plus mais je t'aime bien alors je vais quand même rester un petit peu avec toi des fois. Ah merde, mais c'est vachement sexiste en fait. Tout ça pour dire que malgré la disparition de 2 blondes en moins de 48 heures de ma vie, dont une relativement proche de mon affect le mercredi matin, eh ben c'est finalement une projection que j'avais fait sur un bout de pixel qui m'a vraiment fait ressentir ma première expérience de deuil. Pourquoi ma première expérience de deuil a été faite avec un personnage qui n'existe pas? Mais en réalité, Aerys était aussi virtuelle que Dorothée ou Lady Di. Et en 97, c'était finalement bien plus sain d'être en deuil pour la disparition d'Aerys que de Dorothée ou même Lady Di. Parce que les seules interactions possibles avec ces deux dernières, c'était juste de changer de chaîne pour pouvoir tourner la page. J'ai signé un contrat au début du jeu stipulant que j'allais adhérer à l'univers proposé. J'ai accepté de rentrer dans une histoire. J'ai accepté d'être cohérent dans les choix qui m'étaient donnés de faire. J'ai accepté de me lier d'amitié avec Aerys plus qu'avec Tifa pour ne pas la rendre jalouse. J'ai accepté que ses réponses étaient le reflet de ses émotions et non pas un banal script. Et par extension, j'ai accepté sa mort. J'ai joué le jeu et comme à l'époque j'étais pas encore suffisamment déviant pour me masturber sur son cadavre, j'ai juste pleuré des yeux. Finalement, la signature d'un bon contrat de lecture, c'est un petit peu un mélange d'intelligence, c'est-à-dire de savoir sélectionner ce que tu vas regarder ou pas, de bêtises aussi, paradoxalement, parce que tu dois volontairement ou alors involontairement occulter certaines informations. C'est également une affaire de perception, tu dois accepter de voir les choses autrement, mais c'est aussi une histoire d'envie et d'attente. Ce serait bien que ce qu'on vient de voir, ça vous aide à réfléchir un petit peu à cette espèce de fausse polémique qui existe par rapport aux gens qui jouent à des jeux comme Call of Duty ou toutes ces choses-là. Il faut juste comprendre que ces gens-là n'ont tout simplement pas envie de signer le même contrat de lecture que vous. Ils ont simplement d'autres attentes et d'autres envies en jouant à un jeu vidéo. Donc c'est pas des gamers. Tu sais, c'est quoi l'amour? Non, mais l'amour, mais